Juste pour la réfoua schéma de Tzipora Rika Bat Adassa pour Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar, pour la femme de Rav El Krief. Donc, le cours de ce soir, c'est l'histoire de Yosef. On est dans Vaïgash, on a été Vaïgash cette semaine. Là, on arrive à la dernière paracha. Donc, on a vu Vaïeshev, Miketz, Vaïgash, Vaïechi. D'accord? C'est une histoire, on peut le dire en cambolesque. Beaucoup de choses qui sont pas très claires. Un comportement de la part des frères qui est... On a envie de critiquer, on a envie de porter un jugement sur la façon dont ils se sont comportés avec Yosef, leur petit frère. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une famille, la famille de Yaakov Avinu, il a 12 enfants, c'est les 12 Shvatim, d'accord? 12 Shvatim, c'est, je le rappelle et c'est important de le rappeler, c'est ceux qui vont créer le clan d'Israël. Ouais, c'est ceux qui vont former les 12 Shvatim qui vont ensuite peupler la terre d'Israël et qui va ensuite former tout le clan d'Israël, d'accord? Chaque juif vient d'un Shevet. Alors au jour d'aujourd'hui, la majorité viennent de Yehuda et Binyamin, parce que les 10 autres tribus considèrent qu'elles sont perdues, mais il y en a quelques encore aujourd'hui qui viennent des 10 autres tribus. Mais en tout cas, le clan d'Israël a été vraiment formé par ces 12 Shvatim, 12 familles, d'accord? Dans le désert, ils marchaient par groupe, comme ça, par famille. Et en Eretz Israël, chacune des tribus a reçu une part de terre pour elle. Et c'était voilà, comme ça. Même pendant une longue période, ils ne se sont pas mariés entre eux. D'accord? Père Yeshnochalim, on explique pourquoi. Les Shvatim ne se mariaient pas entre eux. C'était vraiment des familles comme ça. Après, le 15 av, là, ils ont autorisé à se marier une certaine année. Ils ont autorisé, ils ont fait une grande fête où là, tous les Shvatim pouvaient se marier, mélanger Binyamin avec Yehuda, Yehuda avec Issachar, etc., etc. Donc en tout cas, nous, on est aux prémices de tout ça. Donc Yaakov, il a 12 enfants. Et il y en a un qui, visiblement, sort un peu du cadre. De ce qu'on lit des psukim dans Vaïeshev, on a l'impression que voilà, Yosef, c'est un peu la brebis galeuse de la famille, la brebis noire. Et Yaakov, bizarrement, il aime très fort ce fils. Ben Zikunim, c'est son petit dernier. Je dis au tout début qu'il se comportait comme un jeune homme, qu'il se comportait un peu bizarrement, il se coiffait, il s'arrangeait les cheveux, il marchait d'une manière un peu bizarre, etc., etc. Il avait un comportement pas très, si on employait des termes aujourd'hui, pas très froum, pas très haredi, quoi. Et il avait l'air assez cool comme personnage parmi. Et encore une fois, c'est la famille de Yaakov, c'est les prémices du clan d'Israël. Donc Yaakov, il aime très fort cet enfant, il étudie à fond avec lui, Chavruta tous les jours ensemble, il lui enseigne toute sa Torah, il lui offre même une kétonnette à passer, mais il lui offre un bel habit, très joli, qu'il n'a pas offert aux autres frères. Il aime, on dirait, plus cet enfant, et face à ça, on a justement les frères de Yosef qui font preuve, quand on lit les psukim, d'une mida qui n'est pas de leur hauteur, à savoir de la haine, de la jalousie. La kina, comme ça, ils jalousent leur petit frère. Ah, papa il aime bien, papa il lui offre des cadeaux. On est jaloux. On parle pas de gens qui avaient 4 ans et 6 ans. Hein. Yosef, il avait déjà 17 ans, tous les autres frères, ils avaient au moins la trentaine. Et on parle de gens, il faut les imaginer avec des grandes barbes, des gdolim, c'était des nevi'im, c'est-à-dire des prophètes. Ils étaient à des niveaux de prophètes. Roi Hakodesh chacun. Donc c'est pas des petits rigolos, d'accord? 10, on va dire 10, sans compter Binyamin, ils étaient 10 gdolim comme ça. Qui en dirait, ils jalousent leur petit frère. Ils ont le seum. Voilà, on dit comme ça, ils ont le seum. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et ils arrivent au point de vouloir tuer leur petit frère. Tellement ils ont le seum. On veut tuer Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on va planter le décor parce qu'il faut clarifier les premières bases de cette histoire. Encore une fois, je répète, c'est important que vous le reteniez. Les frères de Yosef, c'est des tzadikim. D'accord? C'est des gdolim, c'est des rabbanim, des nevi'im. D'accord? Donc évidemment qu'on ne peut pas prêter ce genre de midot à ce genre de personnes. Alors c'est quoi toute cette histoire? Même on a un midrash qui raconte que les Asarar ou Gemalchut, ceux qui sont les 10 Tanaïm qui sont morts dans d'atroces souffrances, dont Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Hanina, Rabbi tout cela, eh bien quand ils sont arrivés au ciel, ils ont dit mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous on souffre autant? Les Gemarot, elles racontent dans quelles conditions ils sont morts, c'est atroce. Et là-haut, on leur dit, vous inquiétez pas, on cherchait 10 personnes qui ressemblaient au Shifteka, au Shvatim, et il n'y avait que vous qui ressemblez. On va expliquer quel est le lien entre les deux, mais en tout cas, il n'y avait que vous qui ressemblez. Et là, il raconte, Rabbi Ishmael dit, il a été consolé. Au Hachem, que nous, on est comparé au Shvatim. Donc juste pour dire, sachez que être comparé au Shvatim, c'est évidemment le plus grand des compliments qu'on peut faire à une personne. D'accord? Donc évidemment que c'est pas des Rechaïm, des gens qui ont simplement de la jalousie ou je ne sais quoi. La seule chose, c'est qu'il y a un truc sur lequel tout le monde était d'accord. C'était que Yosef, visiblement, tournait au camembert. Il était en train de sortir vers la Touma, vers les bêtises, vers peut-être même le Znout, les femmes, etc.
Il n'avait rien fait, mais on voyait qu'il avait un comportement qui montrait clairement qu'il allait un jour ou l'autre tout casser dans sa vie. Il avait que 17 ans, mais il se dirigeait vers ce chemin. Et donc, toute la discussion maintenant, c'est de savoir comment faire tchouva à notre petit frère Yosef, à notre très cher Yosef. En vérité, ce que je veux vous dire, c'est que les frères de Yosef aimaient Yosef. Ils l'aimaient profondément, ils l'aimaient tellement que leur seul souci, c'était de savoir comment aider Yosef à faire tchouva. Comment aider Yosef à rentrer sur le droit chemin. Maintenant, il y avait une différence de comportement entre Yaakov et les frères. Yaakov, il s'est dit, je vais me comporter comme mon père a fait avec Esav. Yitzhak Avinu, il a eu un fils lui-même qui s'est mal comporté, c'était Esav. Qu'est-ce qu'il a fait avec Esav, Yitzhak? Il dit, viens, on va faire Chavruta, avec amour. Viens, on va passer du temps ensemble. Donc, le derrière de Yitzhak pour faire tchouva à Esav, c'était le rapprocher, l'aimer encore plus, lui donner beaucoup d'attention. Donc ça, c'était le derrière de Yaakov. Je vais prendre Yosef, je vais lui offrir des cadeaux, je vais faire Chavruta avec lui tous les jours, je vais lui donner énormément d'amour, beaucoup d'attention, etc. Les frères de Yosef, eux, ils n'ont pas pris ce chemin. Eux, ils ont décidé de faire comme leur grand-père, Avraham Avinu. Comment il s'est comporté, Avraham Avinu, avec son fils qui a mal tourné, qui est Ishmaël? Il l'a viré de la maison. D'accord? Donc Abraham, il a suivi les coups de Sarah, il l'a viré de la maison. C'est ce qui s'est passé. Il a viré de la maison, et c'est ça, Mehmet, qui a permis à Ishmaël de faire tchouva. Parce qu'Ishmaël, en fin de compte, il a fait tchouva. Ça veut dire quoi, virer de la maison? C'est-à-dire, en gros, pour l'instant, tu n'es pas dans le standing de notre famille. Si tu veux rentrer chez nous, il va falloir faire tchouva. Et en gros, c'est le chemin de la dureté. Les frères de Yosef, ils se sont dit, on va faire la même méthode. On va employer la manière forte avec Yosef. On va être dur avec lui. Très bien. Donc ça, en vérité, c'est juste ça l'histoire. De base, c'est ça l'histoire. C'est comment faire tchouva à Yosef. C'est Chas v'Shalom, pas le détester. C'est Chas v'Shalom, pas lui en vouloir, pas être jaloux, rien de tout ça. Donc les frères de Yosef, ils avaient une grande inquiétude. La grande inquiétude, c'est qu'encore une fois, ça fait 4 fois que je le répète, c'est important, ils sont conscients de leur rôle. On doit former le clan d'Israël. Et on a une brebis galeuse. Et non seulement cette brebis galeuse va faire partie de cette histoire, mais en plus de ça, elle veut prendre le contrôle de tout, avec ses rêves. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut effectivement peut-être le tuer. En fait, on ne peut pas avoir un pied aussi instable dans l'histoire du clan d'Israël. Et ce personnage, et en plus de ça, visiblement Yaakov a l'air un peu aveugle, vu comment il se comportait avec lui. Il utilise une méthode qui visiblement ne marche pas réellement. Mais il continue à l'aimer, continue à faire confiance. Peut-être même Yaakov, il va tout donner à Yosef. On a peur. Et il faut qu'on prenne les choses en main. Et donc, ils se sont rassemblés pour faire un beddin. Et de savoir quel doit être le sort de Yosef. Donc, vous voyez que déjà, c'est pas exactement ce qu'on croit. C'est pas que les frères de Yosef, ils ont la haine, ou ils sont méchants, ou quoi que ce soit. C'est savoir comment se comporter avec Yosef. Très bien. Donc, quand ils ont vu effectivement que Yosef, il se comporte très mal, et il continue, et il perdure, les frères de Yosef se sont dit, il faut qu'on prenne les devants. Maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Alors, Béhémet, ils ont eu un jugement sur lui, ils ont porté un jugement. Alors, pourquoi ils se sont trompés comme ça? Alors, en vérité, c'est vrai que Yosef a induit en erreur. Presque Bekavana. Yosef, il a un niveau, et on va le voir au fur et à mesure de l'histoire, il a un niveau qui fait que il a la tsniout intégrée comme sa mère Rachel. Il a pris ça de sa mère Rachel. Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle a donné les simanim à Léa. Elle a été prête à tout lâcher, juste par tsniout en vérité, par discrétion. Et Yosef Hatzadik, tellement il est discret qu'on ne connaît pas son niveau. Tellement il est discret que même il brouille les pistes. Moi je suis un petit rigolo, je suis pas un grand tzadik, moi je me coiffe, je suis un beau gosse, j'ai des Stan Smith, sympathiques. Effectivement on avait cette impression du coup. Alors qu'en vérité Yosef, ça s'appelle Atznat Lechet. C'est se comporter aller betsniout. La tsniout a son paroxysme. Non seulement tu connais pas son niveau, mais en plus de ça, même tu crois que c'est un gars, il est bizarre. On a vu souvent des histoires comme ça avec les 36 tzadikim. Il y a des histoires comme ça qu'on raconte de un des 36 tzadikim qui est révélé après sa mort, parce que ça peut pas être révélé avant sa mort, mais qui était en vérité un grand tzadik ou ce que vous voulez. Mais durant sa vie, c'était le gars bizarre du village. Et parce qu'en vérité, il voulait surtout pas qu'on sache, il doit rester Nistar. Donc comme il reste Nistar, alors le gars, tu toques à sa porte, on dirait un fou, on dirait un méchant, va-t'en de chez moi, pas de truc. Alors qu'en vérité, c'est un gars qui, toute sa vie, fait que du chesed autour de lui, mais en cachette. Quand tu le vois de face, c'est un fou. Mais en cachette, c'est un grand sadique. Donc Yosef, c'est un peu dans ce sens-là. Tu me vois de face, on dirait que je suis un petit rigolo. On dirait que je sais pas ce que je vais aller faire, mais en tout cas pas étudier. Mais en vérité, c'est Yosef Velomed, et au fur et à mesure de sa vie, il a pris toutes les midotes de ses frères. La Bechora de Reuven, la Malchut de Yehuda, la Chorma d'Issachar, etc. Tout ça, il l'a pris. Donc en vérité, c'est tout l'inverse. C'est Yosef Dafka qui s'est approprié tous les midotes de ses frères.
Alors qu'eux pensaient qu'il était démuni de toute qualité. Les frères de Yosef se décident. Ils allaient le tuer. En fin de compte, on va pas verser nous-mêmes du sang. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le vendre. Et on espère qu'il mourra par d'autres personnes. Nous, en tout cas, on va pas verser le sang. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils rentrent à la maison, ils disent à leur père, reconnais cette tunique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oh, mon fils est mort. Et là, ils voient la détresse, la déprime qui s'installe chez Yaakov, mais à un niveau auquel ils ne s'attendaient pas. Et à ce moment-là, ils destituent Yehuda de sa malchoute. Yehuda, c'était le roi de ses frères, et ils destituent Yehuda. Attends. À quoi vous vous attendiez? Yaakov, il ouvre le champagne quand tu annonces la mort de son fils Yosef? J'en mets. Il y a une part de plus pour nous maintenant. Non, sérieux, qu'est-ce que c'est? Tu t'attendais à ce qu'il soit joyeux? Pourquoi d'un coup? Oh, il t'azoïde. Yehuda, tu t'es trompé, ton jugement, on te destitue. Bah, évidemment que ça allait être ça la réaction de Yaakov. Et Yehuda, tous les rois viennent du Shevet Yehuda. David, Shlomo, etc. Mais que Vadaï, qu'on avait les moyens pour le sauver. Et la seule manière de le sauver du mauvais chemin, c'était de le garder à la maison. Maintenant qu'il est plus, maintenant qu'on l'a perdu, c'est foutu, c'est fini. Mais on aurait pu le sauver. Et c'est ça qui reproche Yehuda, c'est qu'il aurait dû aller au bout des choses, comprendre la chita de Yaakov, de leur père, de comprendre qu'en vérité, oui, il y avait une solution de le sauver. Eux, ils sont arrivés trop vite à la conclusion de « il faut tuer Yosef ». Alors que Yaakov, il n'était pas d'accord. Il était d'accord que oui, il faut faire quelque chose avec Yosef, c'est vrai, il y a un problème. Mais Vadaï, pas le virer de la maison, Vadaï, pas le tuer, Vadaï, rien du tout ça. Et donc c'est pour ça que Yaakov, autant déprimé, c'est-à-dire, malheureusement, Yosef, il devait faire partie de l'histoire pour Yaakov. Mais non, il était Bétar Boudras, il était en train de tourner. Mais il faut le sauver. Et vous, à cause de vous, c'est fini l'histoire. On a perdu un chevette. Et là, il reproche à Yehuda. Yehuda, c'est toi le responsable parce que c'est toi le chef. Et c'est toi qui as décidé qu'on le vende. C'est toi qui aurais dû prendre en compte la chita de Yaakov, notre papa, de comprendre mieux ce que pensait Yaakov et de comprendre qu'il fallait pas le vendre, comprendre qu'il fallait le garder, que pour papa, il y avait encore une solution. Donc, cette erreur de jugement-là, elle est reprochée aux frères de Yosef. Parce qu'en vérité, pour expliquer la marloquette entre les frères de Yosef et Yaakov, la marloquette, c'est de savoir, est-ce que Yosef, il fait ça béonès ou il fait ça bémézid? S'il fait ça bémézid, il est censé trayav mita. S'il fait ça béonès, alors il faut le sauver. Atznat lechet aux yeux de tout le monde. Personne ne savait qui était Yosef. Tout le monde croyait que c'était un rachat. Tout le monde. C'est ça que je dis. C'est qu'il s'est comporté avec une discrétion accrue au paroxysme. Tu pouvais pas faire plus discret que lui. Non seulement c'est un grand sadique, mais en plus de ça, donc ça tu le sais pas, mais en plus de ça tu crois que c'est un rachat. Il a brouillé les pistes. Même son père, il pensait, c'est pour ça que Yaakov il a aimé. Tu m'as demandé tout à l'heure, pourquoi Yaakov il a plus aimé Yosef? Pas parce qu'il le préférait, parce qu'il s'est dit, c'est comme ça qu'on va lui faire tchouva. Comme Yitzhak il a voulu faire avec Esav. Alors que les frères de Yosef, ils se sont dit non, on va faire la méthode d'Avraham avec Ishmaël. On va lui faire la dureté. Donc oui, donc la marque loquette entre Yaakov et les frères, c'était est-ce qu'il fait ça béonès ou bémézid? S'il fait ça béonès, il mérite pas la mort. S'il fait ça bémézid, il mérite la mort. Donc c'est pour ça, c'est ça l'erreur de Yehuda. Et du coup, on voit que tous les frères, ils ont payé par qui? Déjà par cette première erreur, ils ont payé avec la Sarah Rouga Malchut. On dit ça a été leur tikkun. C'est pour ça qu'on a comparé la Sarah Rouga Malchut aux 10 frères. Pour faire le tikkun des 10 frères, il a fallu faire mourir dans des souffrances horribles. Le tikkun, c'était la Sarah Rouga Malchut. Par contre, Yehuda, si vous voyez bien dans l'histoire, il a payé de son vivant. Il a éloigné le fils, il a éloigné Yosef de son père. Hachem, il a tué ses deux fils, Er et Onen. Donc Hachem, il a écarté Mida Kenegan Mida. Il l'a accusé de Znout, il a accusé Yosef de Znout. Ses deux fils ont fauté des Znout, Er et Onen. Parce que lui, c'était lui le responsable, c'était lui le roi. Non, après, il a eu Shila, lui, il est resté vivant. Et Er et Onen sont morts du vivant de Yehuda. Parce que lui, comme c'était le responsable, il n'a pas attendu la Sarah Rouga Malchut pour le punir. Il a eu Mida, Kenegen Mida, de son vivant, c'était lui le responsable. Ok? Très bien. Donc ça, c'est la base de toute l'histoire. Déjà, juste se rendre compte, ce qu'on reproche à Yehuda, puisque c'est lui le grand responsable, on reproche à tous les frères, mais encore plus à Yehuda, c'est que bien souvent, on cherche à s'occuper des autres, on cherche à s'occuper de choses auxquelles tu n'es pas directement responsable, des choses que tu es responsable dans ta vie, directement. Il y a des gdolim qui ont témoigné sur eux-mêmes, qui ont dit... On était des grands balais moussards, on a voulu s'occuper du monde entier, en fin de compte, on a négligé notre famille. Et bien notre famille, elle a tourné. Il faut savoir déjà s'occuper. T'as négligé Yosef, Yehuda. En fin de compte, tu t'es pas comporté comme il fallait. T'as voulu, t'as truc, visiblement, t'es pas allé au bout des choses. Vu déjà la réaction de Yaakov et vu la punition qu'ils reçoivent. C'était pas le digne qu'ils devaient recevoir. Donc ça, c'est une première erreur. Donc vous voyez déjà la base de l'histoire, ça recadre le contexte. Maintenant, on continue. On fait un pas en avant. Yosef, il est en Égypte. Donc il a été nommé vice-roi. Il a été roi aussi à la fin. Et imaginez-vous, vous êtes dans un pays, vous êtes en Arabie Saoudite, et le roi c'est un juif. L'Arabie Saoudite est la puissance mondiale, donc elle est connue dans le monde entier. C'est lui, le roi c'est un juif du coup. C'est non seulement un juif, mais en plus de ça c'est un juif qui était en prison de base, qui est devenu roi.
Très bien. Et qui nourrit le monde entier. Tout le monde compte sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une personne sur Terre qui est connectée, même on va dire, même sans être connectée, qui n'est pas au courant que le roi c'est un juif et celui qui nourrit le monde actuellement, parce qu'il y a eu une famine incroyable où il n'y a plus de pétrole, et le seul qui gère le pétrole, c'est ce monsieur. Vous croyez qu'il y en a un qui ne connaît pas ce personnage? Tout le monde le connaît. Dans le monde entier, c'est la star internationale. Très bien. Moi, je vous dis, il y a 10 personnes qui ne le connaissent pas. C'est ses frères. Avant d'arriver en Égypte, donc c'est la famine pendant 7 ans. Non, c'est l'abondance pendant 7 ans. Ensuite, c'est la famine. Et donc, c'est l'Égypte qui est le point central, d'accord, qui va permettre au monde entier d'être nourri. Donc, tout le monde compte. Et tout le monde en Égypte sait bien que le roi actuel ou le vice-roi, c'est un ancien prisonnier juif pendant 12 ans qui était considéré comme une crapule et qui en fin de compte est devenu un grand roi. Tout le monde le connaît. Tout le monde toque à sa porte. T'arrives en Égypte, je pense, t'es pas au courant, il y a un juif qui truc, tata. En plus, c'est le pays d'Ovdé Abodazara. Il y a un juif à la tête du pays. Et il y a les 10 frères qui, eux, arrivent, sont pas au courant. Sont pas au courant. La première chose bizarre, ils savent pas, c'est que c'est leur frère Yosef qui est à la tête du pays. On est 22 ans plus tard, ouais. Là, on est 22 ans plus tard, ce que je vous ai raconté après la vente. 22 ans plus tard, ils descendent. Ils ont plus à manger. Ils se décident enfin à aller chercher. Ils sont descendus pour aller chercher à manger et aussi pour aller chercher leur frère. Ils espèrent qu'il est vivant. Ils espèrent pouvoir arranger. Ça fait 22 ans qu'ils ont un père qui est en déprime. L'ambiance à la maison, c'est la cata depuis 22 ans. Tout ça par leur faute. Ils ont un espoir, c'est de retrouver leur petit frère et d'arranger toute cette catastrophe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a plein de trucs bizarres. Ils ont un roi roi d'Égypte, qui dit « Je crains Dieu, moi aussi. Je crains le même Dieu que vous. » Ah bon? T'es le roi du pays de la Touma, de la Avodazara, mais le roi, il craint Akadosh Baruch Hu. Il se pose pas de questions. Très bien. Troisième chose, ils se sont pas doutés une seconde que quand ils ont dit vous êtes des Meraglim, c'était pour amener, parce que tout ça, comment ils vont prouver qu'ils sont pas des Meraglim, des espions? Comment ils vont faire? C'est ramener Binyamin. Bah Keïcher, on ramener Binyamin et trucs, ils ne comprennent pas. Binyamin c'est le frère de Yosef. Ouais, ils s'aimaient beaucoup les deux. Ils se disent pas toute cette technique c'est juste parce qu'il veut retrouver son petit frère. Même accuser ces gens-là d'être des Meraglim, c'est complètement bête. Ça tient pas la route. Déjà, c'est pas logique d'aller espionner la puissance du monde, tout le monde compte dessus, donc tu t'imagines bien. Enfin, c'est pas à ça qu'on s'attend. Mais alors, c'est pas très logique qu'un père, il envoie tous ses fils être Meragel en même temps. C'est-à-dire, tu les chopes les 10. Et t'en envoies un. Ça va pas marcher, t'en envoies 2, 3, tac. C'est pas très cohérent. C'est pas la première accusation que j'aurais pensé. Vous êtes venu en tant qu'espion. Et la preuve, vous ne serez pas des espions, c'est de ramener votre petit frère. Bon, c'est un peu bizarre. Mais je veux dire, tout ça s'accumule. Toutes ces bizarreries. Ils croient en Dieu, trucs, tout ça s'accumule. Ensuite, ils voient Ménaché, par exemple. Ils voient Ménaché faire trembler tout le palais. Et là, qu'est-ce qu'il dit Yehuda et Shimon? Non, même à un moment, Ménaché, déjà, il fait trembler tout le palais. Et il chope Shimon par le cou pour l'envoyer en prison. Avec une force incroyable. Et ils disent tous, ouah, c'est sûr que cette personne-là, elle fait partie de la maison. Elle fait partie de notre famille. Quelqu'un qui a une force pareille, il n'y avait que la famille de Yaakov qui avait une force si surhumaine. Donc ils se disent, ouais, c'est sûr, c'est quelqu'un de notre famille. Bah, très bien, alors vas-y, réfléchis. Du coup, c'est. Non. Yosef, pour leur faire peur, il explose son trône d'un coup de poing, en petit caillou. Yehuda, il dit, oh, une force pareille, c'est sûr, c'est un de notre famille. Ouais, Chazak, alors, vas-y, va au bout des choses. Non, il se pose pas plus. Alors, bah oui, c'est qui alors? C'est qui face à toi? Tu connais une autre personne qui est de ta famille? À part Yosef? Non, personne. Donc tout ça, très bizarre. Ensuite, on a Yaakov. Quand ils reviennent à la maison pour aller chercher Binyamin et ramener à manger, donc déjà ils sont accusés d'être des espions. Ils repartent avec des sacs en abondance, de l'argent, plein de nourriture, plein de cadeaux. Ah bon, on est des espions ou tu nous fais des cadeaux? Très bizarre. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore prouvé que c'est pas des espions. Et ils retournent vers leur père avec la nourriture et ils sont censés ramener Binyamin pour prouver que c'est pas des espions. Mais malgré tout, ils ont plein de cadeaux. Très bien, logique, très logique. Et Yaakov à ce moment-là, même Yaakov, très bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec Yaakov? Yaakov, il faut savoir qu'il avait un pinkas. Un pinkas, c'est une petite feuille sur laquelle étaient écrits tous les rêves de Yosef. À l'époque, quand il a fait les rêves Yosef, on lui a montré Beroar HaKodesh que, on lui a dit, garde cette histoire, ça va se passer à telle heure, à telle date, etc., etc. Ton fils va devenir roi. Donc il a noté tout ça. Très bien, il a mis, hop, dans un coffre-fort. Le jour où il entend l'histoire que ses fils racontent, on est allé, papa, il veut voir Binyamin, c'est un roi qui craint Dieu, il nous accuse d'être des espions, en même temps il nous fait plein de cadeaux. Jacob il se dit pas, bon, c'est un peu bizarre cette histoire. Il tilte pas, il a tout écrit. Peut-être c'est mon fils, il sait qu'il allait devenir roi. Pourtant, à cause de sa tristesse, tout ça, il s'est dit peut-être il est mort. Dans le fond, Jacob il se disait peut-être il est vivant. Pourquoi à ce moment-là il tilte pas, il se dit pas, je vais sortir le papier, on est tel jour, tel truc, c'est cohérent, c'est notre fils, c'est notre frère, super. Non, il pense pas à ça, très bizarre. Il l'a noté, il a tout noté, il l'a pas écrit. Très bizarre. Quand ils reviennent, ils retournent en Égypte.
faut rebelote manger. Ils prennent Binyamin, très bien. Yehuda s'engage, je te le ramène. Et il offre son olam haba. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, venez la famille, enfin pas venez la famille, venez les amis, vous allez manger à la maison, magnifique. Et Binyamin, je te connais pas, mais tu vas manger à ma table, que toi d'ailleurs. Et tu vas recevoir 5 parts. Bah pourquoi? Ah, et les Égyptiens ils mangent pas avec nous non plus? Non, les Égyptiens ils veulent pas manger avec moi. Les Égyptiens, pourquoi ils mangent pas avec Yosef? C'est parce que les Égyptiens, pour eux c'est une toeva, c'est dégoûtant de manger avec un juif. Yosef il mange pas avec les Égyptiens, il mange qu'avec les juifs. Ils font la shrita de la nourriture, il enlève le guide anaché. Tout, le gars, Mahmir, pour un Oved Avodazara, vraiment chambé ce gars. Vous voyez les incohérences quand même? C'est pas normal. Les incohérences dans le sens où les frères de Yosef se réveillent pas une seconde et se disent c'est qui ce gars là? C'est peut-être Yosef quoi. Non, ils se disent pas ça. Oh ah ouais, et ça c'est très triste. C'est quand Yosef, donc ils repartent vers la maison de leur père. Et à ce moment-là, ils sont arrêtés en route par l'armée de Yosef et ils disent vous nous avez volés. Alors on fouille les sacs. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il n'y a rien du tout dans les sacs. Et pouf, Binyamin. Binyamin, dans son sac, il y a la coupe de Yosef. Binyamin a volé le roi d'Égypte, le petit Binyamin. Hein. Bon, le plus jeune de tous, mais sans parler d'âge. Il a volé la personne qui vient de l'installer à sa table, qui vient de lui offrir à manger, le logis, tout ce que vous voulez. Évidemment, Binyamin, il a volé. Évidemment, c'est logique. Et qu'est-ce qu'ils disent les frères de Yosef à ce moment-là? Une chose affreuse. Ils disent, voleur, fils de voleuse. Parce que Rachel, à l'époque, elle avait volé les statuettes de Lavan, pour une autre raison, rien à voir. Mais pour eux, c'est évident que Binyamin a volé. Évident. Ils se disent pas, c'est un coup monté. Juste pour vous montrer comment les frères de Yosef, ils ont une idée fixe, c'est que cette famille, Yosef, Binyamin, Rachel, c'est une famille de voleurs. Ils se disent pas, Yosef, enfin le roi d'Égypte, a fait un coup monté. Non, ils se disent pas ça. Vadaï, c'est un voleur. C'est non seulement un voleur, fils de voleuse. Ils l'ont tapé, Binyamin, à ce moment-là. Il dit, qu'est-ce que tu voles? T'es un voleur, espèce d'abruti. Binyamin est là, il pleure. Mais vous pensez vraiment j'ai volé qui que ce soit? En plus, vous accusez ma mère, c'est horrible. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il se joue des frères de Yosef. Il se joue de ces Dinevim, de ces grands Gdolim. Il se joue d'eux. Il se moque un peu d'eux. Vous avez voulu vous prendre pour quelqu'un. Vous avez voulu juger autrui. Donc vous avez mal jugé Yosef. Vous l'avez pris de haut. Vous avez refusé de voir quelque chose qui s'appelle Dvar Torah. Il faut savoir que les rêves, ces rêves-là qui étaient des vrais rêves prémonitoires, ils n'ont pas voulu les voir. Ils n'ont pas voulu les accepter. Ils les ont rejetés. Donc vous avez voulu rejeter des rêves qui étaient des choses amitiotes, que Yaakov il vous a dit, Beruach HaKodesh, c'est quelque chose d'amitié. Il a dit non, on rejette tout, même on va tuer Yosef. Vous allez voir moi ce que je vais faire de vous. C'est vous qui allez passer, vous avez pris Yosef pour un idiot, pour un rachat, c'est vous qui allez passer pour des idiots aux yeux de tout le monde en fait. Parce que quand on lit les parachutes, comment c'est possible qu'ils ne voient pas tous les indices? Là, tout ce que je vous ai dit, c'est des psukim. Très peu de midrashim même dans tout ça. C'est d'avoir payé. À leur madriga, ils doivent se sentir justement comme quelqu'un de Enoklum, Aniklum. Eux, ils se sont pris pour quelqu'un. Dès l'instant que tu te prends pour quelqu'un, alors tu considères l'autre comme un moins que rien. C'est ce qui s'est passé avec Yosef le pauvre. Vous êtes pris pour les... Et vous vous êtes permis de juger votre petit frère. Vous êtes permis de rejeter un message qui venait de la Shrina, les rêves, un message pour le futur. Et vous êtes moqué de tout ça. Alors vous allez vous-même être considéré comme clown. Parce que voilà, vous avez l'air ridicule, entre guillemets, on peut pas parler comme ça des shiftekas. En gros, Akadosh Baruch Hu montre comment il peut voiler la face de gens qui sont censés être des Talmidei Chachamim, des Gdolim, qui sont des gens percutants, Chacham, qui regardent les choses, qui voient les détails. Des choses aussi flagrantes ne se sont pas aperçues. C'est choquant, c'est honteux, c'est gênant. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut expliquer un peu. Parce que c'était quoi la mentalité des frères de Yosef? Quand ils sont descendus chercher Yosef, ils avaient une idée fixe. Une idée en tête, pardon. C'était de prendre à manger, ça c'est sûr, mais surtout de retrouver leur frère. Encore une fois, ça fait 22 ans maintenant, c'est la cata à la maison. Ça fait 22 ans qu'on porte le deuil d'une personne, qu'ils sont responsables. Ils rêvent que Bezrat Hashem, il est vivant. Maintenant, ils veulent réparer leur tort. Ils se rendent bien compte que ça s'est mal passé. Et donc, ils arrivent en Égypte. Pourquoi ils sont passés par 10 portes? Ils se sont dit, on va quadriller la ville. En vérité, ils n'ont pas du tout quadrillé la ville. Parce que Yosef, il avait donné des directives à ses gardes de la ville. Il avait dit un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont arriver. Il savait que ses frères allaient venir puisqu'il faut manger. Il n'y a que eux qui vont à manger. Il savait que ses frères allaient venir un jour ou l'autre. Et il avait prévenu les gardes, quand ces 10-là arrivent, vous me les ramenez au palais. Très bien. Ils rentrent dans la ville et ensuite ils sont introuvables. Pendant 3 jours, introuvables. Les 10 frères de Yosef. Je pense qu'ils étaient repérables, pourtant introuvables dans toute la ville. Yosef, il appelle ses gardes et il dit, mais ils sont où mes frères? Enfin, ils sont où ces 10 barbus? Et on les trouve pas. Toute la ville, on l'a fait, on les trouve pas. Ah bon?
Donc Yosef est lui-même sorti à sa recherche. Et vous savez où ils les ont trouvés? Dans le Chouk Azonot, à Pigalle, dans les endroits malfamés. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Digdolim? Ils cherchent Yosef. En fait, si Yosef il est quelque part, il est forcément là-bas. Il est nulle part autre. Ça fait 3 jours ils le cherchent. Tu sais, au bout d'1 heure, tu te dis bon, on l'a pas trouvé. Non, 3 jours, chaque recoin, chaque tente, chaque personne. Vous êtes sûr, Yosef il est pas là? Attends, peut-être là on n'a pas cherché. Yosef, s'il est quelque part, il est forcément là-bas. C'est un rachat, notre frère. Il est forcément là-bas. Yosef comprend très bien ce qui est en train de se passer dans leur tête. Ah ouais, ils me cherchent où? Bah là, ils sont pas allés chez les Zonotes. Ils sont allés me chercher. Et pour eux, on est 22 ans plus tard. D'accord? Quand ils ont quitté leur petit frère, il avait 17 ans. Ok, à 17 ans, même si tu penses que c'est un rachat, alors disons, il a fait des bêtises dans sa jeunesse, 18, 19, 20. On est 22 ans plus tard, il a 39 ans aujourd'hui. Ils se sont pas dit, bon, il a peut-être construit une famille, il a peut-être des enfants, il est peut-être vendeur de chaussures. Non! Yosef, 22 ans qu'il est en Égypte, 22 ans qu'il vend son corps. Vadaï, c'est un rachat, c'est sûr. On va pas aller chercher au Beth Midrash, ça c'est impensable. Mais on va pas aller chercher chez les commerçants, on va pas aller chercher à la boulangerie, nulle part. Il est chez les... Ou bien il est mort. C'est-à-dire que si on n'était pas allé chercher les frères de Yosef, encore aujourd'hui en 2024, ils seraient en train de chercher Yosef là-bas. C'est pas possible qu'ils soient autre part, c'est un rachat. C'est choquant, c'est horrible. Vous imaginez, il y a la place de Yosef? Alors qu'on sait toutes les épreuves qu'il a passées pendant ces 22 ans, c'est exactement l'inverse. Ouais. Et aux yeux de tous, c'est le rachat par excellence. 22 ans de riche out, bevada out, il n'y a pas à réfléchir. Bon, Yosef, il les ramène à la maison. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il discute, il truc, très bien. Et il va se révéler. Il va enfin se révéler. Yosef, il se rend compte, parce qu'il voulait que ses frères se réveillent de par eux-mêmes. Ils se réveillent pas par eux-mêmes. Alors au fur et à mesure, il est obligé de provoquer la rencontre entre lui et ses frères. Ok, il n'est pas reconnaissable. Quand on dit Vehem Loikiruhu, c'est pas juste physiquement. C'est qu'ils n'ont pas reconnu sa madriga. Toute la vie, ils n'ont pas reconnu la madriga de Yosef. On dit lui, il les reconnaissait, mais eux ne le reconnaissaient pas. En fait, ils l'ont jamais connu. Ils n'ont jamais connu qui était ce Yosef. Ils ont toujours cru que c'était un rachat. Pas que physiquement, même au niveau de la Rouchaniout, même au niveau de la Torah, Loikiruhu, ils n'ont pas connu leur frère. Toujours cru que c'était le rachat par excellence. Bon. Et à ce moment-là, Yosef, il dit, vous cherchez Yosef? Vous cherchez votre petit frère? Moi, je sais où il est. Ah bon? Ouais, je vais l'appeler, bougez pas. Et là, ils cherchent tous dans la pièce. Midrash, il raconte comme ça. Il regarde à droite, à gauche. Il répète, Yosef Ben Yaakov, il faut Ata. Et il cherche. Et là, Yosef, il se dit à un moment donné, faut arrêter le sketch. Il dit, Ani Yosef. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash, il raconte. Alors, le passouk, il dit, ils étaient choqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash raconte un truc incroyable. Ils sont tous morts. Morts, littéralement. Morts parce que le Malach, Gabriel, les a tous tués. En fait, à ce moment-là, les frères de Yosef, quand Yosef il a lâché la bombe, Ani Yosef, ils ont tous voulu le tuer. À ce moment-là, le trancher la tête. Il leur a dit calmez-vous, etc. Après, ouais. Entre les deux, donc à ce moment-là, Gabriel il arrive, il leur met un coup de poing à tous morts. En fait, à la seconde où il a dit Ani Yosef, ils sont tous morts. Après, ils se sont réveillés, morts. Midrash en tout cas, morts tous. Il a fallu faire Triat Hametim, c'est déjà arrivé avec Matan Torah. Ils sont tous morts à Matan Torah, on a fait Triat Hametim. À ce moment-là, ils meurent tous. Parce que Gabriel les tue tous. Parce que sinon, ils auraient tué Yosef, étranglé, coupé la tête. Fini. Pourquoi? C'est qu'en vérité, les frères de Yosef, quand ils sont descendus en Égypte, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, ça va être enfin l'occasion de réparer nos torts. Ok, notre papa, il est triste. On est des malfrats peut-être, je sais pas, on a vendu notre frère. Notre papa nous en veut, on n'a pas fait attention à notre frère. Ok, on va le retrouver, on va le ramener à la maison. On va le retrouver où? Dans le Chouk Hazonot, à Pigalle. On va le ramener à papa. Papa, il va être content de retrouver son fils. Et au moins, on pourra dire, en tout cas, papa, tu vois, on s'était pas trompé. Bon, on l'a vendu, c'est triste, c'est truc. Mais en tout cas, tu vois, c'est 22 ans qu'il est en Égypte, c'est un rachat. Voilà. Et comme ça, eux vont retrouver leur stature aux yeux de leur papa. C'est pas très cool comme ambiance. Et là, au moins, ils vont dire, mais papa, on s'était pas trompé. Yosef, c'était un grand rachat. Sauf que quoi? C'est exactement l'inverse. Eux, ils sont venus, Béda, Rat, de retrouver Yosef, de ramener et de réparer tout ça, grâce au fait que on va prouver que Yosef, c'est un rachat. Au moins, tout le monde va se retrouver, tout le monde va être content, mais en tout cas, on n'aura pas eu l'air, on n'aura pas l'air aussi bête qu'on en a eu l'air il y a longtemps. Ça fait 22 ans, c'est pas gouré, ok? Sauf que les écrase encore plus. Non seulement c'est pas un rachat, mais c'est le roi d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le roi d'Égypte? Ça veut pas juste dire que c'est le roi d'Égypte, c'est super, il a réussi socialement. Kadosh Baruch Hu l'a placé là, tous les rêves qu'il a racontés c'était vrai. C'était un tzaddik depuis le départ. Tu peux pas avoir cette place si t'es quelqu'un qui a fauté. Eux, quand ils voient Yosef à sa place, maître du monde en vérité, ils comprennent que non seulement ils ont face à eux un homme bien, mais un homme parfait. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont cru, tout ce qu'ils ont imaginé, tout ce en quoi ils se sont battus toute leur vie, c'était du sheker gamour. Ils passent
Là, par contre, ils passent pour des fous. Et quand ils ont voulu tuer Yosef, c'est pas réfléchi, dans le sens où c'est une réaction spontanée. C'est waouh, toute notre vie est fausse, toute notre vie est shaker. C'était pas viable en tant qu'être humain d'être face à un Hémet aussi violent pour eux. Encore une fois, ils ont toujours cru que Yosef c'était un grand rachat, pas un petit rachat, un grand rachat. 22 ans de znout pour eux dans leur tête. Et ils se sont battus même pour prouver à Yaakov. Il faut le virer, il faut le taper, il faut le vendre, il faut le tuer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une catastrophe cet enfant. Mais en vérité, tout est faux. C'est-à-dire, ça fait 39 ans qui sont dans le mauvais jugement, 39 ans qui sont dans le shaker. Ils ont face à eux le tzaddik de la famille. C'est devenu le roi, c'est devenu le Bechor. Il a pris la place de tout le monde. Il a pris la place de Reuven en tant que Bechor, de Yehuda. C'est un Tamid Raham, c'est un tzaddik, c'est tout ce que tu veux. Il a passé toutes les épreuves du monde. Donc, c'est la honte atomique. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Vous me l'avez tous dit. Vous inquiétez pas, pleurez pas, c'est grâce à vous, merci, c'est le projet d'Hachem. Un tzaddik jusqu'au bout. C'est-à-dire, le gars, il est même pas là en train de leur en vouloir. Ah, moi, il m'a vendu, il m'a traîné dans la boue, wesh. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. C'est au contraire un câlin. Venez dans mes bras, mes frères, merci. Merci, je vous aime. Alors que il y a une seconde, ils voulaient le tuer. Non, vous inquiétez pas, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Je vous excuse tous, vous inquiétez pas. À ce moment-là, le Midrash il raconte que Yehuda, il a poussé un hurlement à déchirer les tympans parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Yehuda, qui était le responsable de tout, le roi, il voit son frère un tzaddik, il voit qu'il est en train de les consoler. C'est lui qui est en train de consoler tous ses frères. Et Yehuda, qui sait toute sa vie, il a cru que son petit frère c'était un grand rachat, il se revoit en train de le chercher dans le choukazonot, et il voit Yosef. Un tzaddik Hatsoub. Imaginez toute la vie, tous les gens, la famille de Rav Kaneski, ils pensent que Rav Kaneski c'est un grand rachat. Et t'imagines, et ils se rendent compte après coup de la madriga réelle de Rav Kaneski. Tu passes pour un. Donc Yehuda, il se rend compte, il sent qu'il comprend qu'il va payer pour tout ça, il sent que c'est la fin quoi. Toute sa vie c'était nul, c'était du shaker. Ils ont voulu tuer Yosef. En fait, il y a plein de choses qui se sont mêlées. Déjà, il y a une réaction primaire. C'est que le Hémet n'est pas supportable. Imagine-toi, ça fait 39 ans, on est dans l'erreur. 39 ans. Les Gdolim, pareil, 39 ans, ils étaient au Choukazonot il y a quelques jours, à chercher leur petit frère, ils se rendent compte que c'est le Gadol Ador. Ils n'ont pas supporté. Mentalement, alors voilà, premièrement, c'est trop choquant. Tout est shaker, tout leur jugement. Ils comprennent tout de suite que même aux yeux d'Hachem, ils ont fauté. Ils comprennent que Yaakov Avinu, c'est surtout ça. Yaakov Avinu va les faire payer. Bah oui. En fait, vous êtes dans l'erreur depuis le début. C'est-à-dire, c'est vous qui vous gourrez. Yaakov aussi s'est trompé, mais pas comme eux. Eux, ils l'ont jugé Chayav Mita. Ils l'ont vendu. Ils ont risqué la mort de Yosef, en fait. Yaakov, il va les extraire de l'histoire, et ça va. Et les Midrashim ils racontent que Yosef, il était raouille, que tous les Jvatim sortent de lui. Donc les frères de Yosef, ils ont dit c'est fini pour nous. Nous, on est exclus de l'histoire, on va être maudits, on va être traînés nous-mêmes dans la boue à notre tour. Voilà. C'est plus logique que eux ils se suicident. Alors c'est ça que je dis, c'est une réaction primaire, c'est pour ça qu'on a fait intervenir Gabriel. C'est-à-dire, c'était pas supportable. Ça leur a permis une tchouva, etc. Vadaï. C'était la claque de leur vie en fait. La claque de leur vie. Donc voilà. Donc ça c'est la suite de l'histoire. Bon, on peut faire un petit détour même par la petite coude de Yosef. Bon, on connaît tous l'histoire de la femme de Potiphar, parce que en fait, pour ajouter à la souffrance que vit Yosef, il a choisi la Tnat Lechet. Il a choisi d'être quelqu'un de discret dans sa Vodat Hashem. Très bien. Mais vous pouvez peut-être imaginer combien ça doit être horrible d'être pris pour un rachat, comme ça 39 ans plus tard, toute sa vie, aux yeux de ses frères, de sa famille, c'est le rachat de la famille. Alors que, il y a eu l'histoire avec la femme de Potiphar, il avait 17 ans, 18 ans à peu près, il était très jeune. Je sais pas combien de temps il a travaillé chez Potiphar. En tout cas, il était jeune, il était pas marié. Il avait moins de 30 ans, il était entre 20 et 30 ans. Il n'était pas marié. Normalement, à coup sûr, effectivement, il aurait pu fauter. Il n'a pas fauté. La femme de Potiphar, il faut savoir qu'elle a continué à l'embêter pendant 12 ans en prison. Elle venait, elle le menaçait de mort, elle lui dit je vais te crever les yeux si tu viens pas. Elle lui a mis son fameux les pics pour lui obliger à regarder face à lui. Elle le menaçait de mort. Lui, non seulement il n'a pas fauté, mais il n'a même pas eu de hir-our, pas de pensée de faute. Rien. Akash Borou, il a mis 10 cabines, 10 mesures de beauté dans le monde. Il y en a une qui est partagée dans le monde entier et les 9 chez Yosef. Voilà. 9 chez Yosef. Imaginez la beauté de l'homme. Imaginez maintenant, dans sa posture, le roi du monde. Tout le monde a besoin de lui. Connu, réputé, magnifique, socialement, financièrement, tout nickel. Quand il sortait dans la rue, il y avait toutes les filles de prince qui étaient là à hurler son nom, à lui jeter les colliers, de l'argent, des photos, des trucs, tac. Et il disait Yosef, juste regarde-moi. Hein. Vas-y Yosef, juste regarde-moi. Ouais, regarde-moi. Je veux te voir ton visage, moi. Même regarde pas, moi je veux voir ton visage. Et Yosef, comme ça, il bougeait pas. Conséquence, il se faisait insulter par tout le monde. Toutes les filles l'insultaient. Ah ouais, t'es un bouffon en fait, mais vas-y, lève ta tête, wesh. Voilà.
Elles n'étaient pas toutes très bien éduquées. Mais c'est-à-dire, ils vivaient, C'était pas des c'était filles de horrible. France. Hein? C'est pas des filles de France de base. Si, mais bon, à un moment donné, tu sais, voilà. Elles étaient pourri gâtées, quoi. Non, vous imaginez, au jour le jour, les nissionautes qu'il avait, toutes les prétendantes qu'il pouvait avoir, toquer à la porte, rien. Imaginez la beauté de l'homme, donc. Les femmes, elles étaient prêtes à payer des millions juste pour que, vas-y Youssef, juste regarde-moi. Moi, je veux voir ton visage. Rien que ça. Et Youssef, évidemment, bougez pas. Truc, pas un héros, ça commence pas, rien du tout. À ce niveau-là, nickel. Et on lui reproche 39 ans plus tard, c'est sûr, t'es au Choukaznout. Mais les gars, vous êtes des rigolos, vous savez pas qui je suis, moi. Moi, j'ai passé toutes les épreuves, les pires épreuves. Ça fait 39 ans, je suis dans des épreuves, vous imaginez même pas. Et j'ai pas bougé, pas un héros. Même au niveau de l'argent. J'ai plus en tête, il a légué en héritage à Ephraim et Ménaché, je crois, 70 shekels. On peut s'imaginer des millions. Non. Tout, c'était, Akash Baruch Hu m'a mis à un poste, nourrir le monde. Je profite de rien, moi. Moi, je suis là juste, je suis un envoyé. J'ai une bonne tête, Chacham Venavon, super. Je vais organiser tout le financement, toute l'économie du pays, mais ça va pas plus loin. Hein. Moi, j'ai 70 shekels, voilà, pas plus. Les enfants, Ephraim et Ménaché avaient 70 shekels. C'est-à-dire, même au niveau de l'argent, il était naquis, il était propre, c'est pas un voleur, c'est pas un profiteur, rien. Tout nickel. C'est-à-dire, on peut pas s'imaginer, en fait, la pureté du personnage quand on entend les accusations qu'on lui prête. En fait, tu deviens fou. Même autre chose. Il y a une Gemara, c'était qui déjà? Il y avait 2 Tanaïm. Ils sont restés, je crois, une semaine dans une grotte, donc dans l'obscurité la plus totale. Et quand ils sont sortis à la lumière, ils ont les yeux qui ont brûlé à cause de la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu passes d'un état à l'autre, froid, chaud, chaud, froid, ton corps il supporte pas. Même ton psychique, il peut ne pas supporter. D'accord? Yosef, il est passé de 12 ans de prison, les Trouharas d'Égypte, au roi du monde. On a vu quelque part qu'il a bougé, qu'il s'est pris pour quelqu'un ou qu'il est devenu fou. Rien. Ça reste le même, Yosef. Moi, je fais ce que. Biladai, même. Quand Paro, il lui dit waouh, t'es capable d'interpréter mes rêves. Yosef dit ah, c'est le moment. Commercial, intelligent, Yosef. C'est le moment de montrer mes atouts. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Moi, niveau rêve, je gère. Je suis quelqu'un, je suis là. Si t'as besoin de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Pas du tout. Yosef, c'est Biladai. Ah non, moi, je suis rien, moi. Moi, c'est HM. Profite de l'occasion. Tu dis, tu vas avoir un poste quand même. Non. Biladai. Hein? C'est toi qui dis ça à un idole. Ouais, grave. Moi, c'est HM. Et t'es face à Paro qui se prend lui-même pour un dieu. Le gars est fou, quoi. Non, c'est un tzaddik. C'est juste tout bonnement le tzaddik, c'est Yosef Hatzadik. Il n'y en a pas 1000 qu'on appelle comme ça. C'est Yosef. Yosef Hatzadik. Et derrière ça, il a ses 10 frères. En plus, c'est sa famille. C'est-à-dire, c'est horrible. Quand t'as quelqu'un dans la rue qui t'insulte, et quand t'as tes frères ou ton père qui dit espèce de rachat, vas-y, c'est sûr, t'es avec des filles. T'es 22 ans, vas-y, c'est sûr. Ne me fais pas genre. T'as envie de pleurer. Tu dis, mais attends, je me suis battu toute ma vie. Et Yosef, il bouge pas. Yosef, il console ses frères. C'est lui qui console ses frères. Imaginez. Bon, dernière étape de l'histoire. Très triste. Ça finit triste cette histoire en vérité. Parce que ça finit tristement. Parce que donc, Yaakov et ses frères et les fils, toute la famille, sont 70 à descendre, s'installer en Égypte. Yosef, il dit ramenez toute la famille, vous inquiétez pas. J'ai une terre pour vous. Eretz Goshen, super. D'ailleurs, rien que par respect pour ses frères, parce que ses frères allaient être considérés comme des étrangers, des touristes. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ses frères ne soient pas considérés comme des touristes? Il a rendu tout le pays touriste. Et il a déplacé toutes les populations. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, comme ça vous êtes tous des étrangers. Voilà. Et les frères ne sont pas plus des étrangers que les autres. Par respect. Franchement, ça c'est du plus. Non, Yosef, il est gentil jusqu'au bout. Donc il les installe, très bien. Première étape de ce moment, Yaakov il arrive en Égypte, Yosef il va à la rencontre de son père, et Yaakov il apprend que son fils il est vivant, bon, Hachem, c'est la fête, champagne. Il arrive, et là, Yosef il court dans les bras de son père pour lui faire le bisou, et le papa il fait pas le bisou. Alors on raconte tous, il faisait Kriyat Shema. Bon, c'était l'heure du Kriyat Shema. Pourquoi Yosef il fait pas Kriyat Shema à ce moment-là? Je sais pas. Bon, c'est un pshat. Moi j'ai un midrash qui on a envie de pleurer encore. C'est qu'Yaakov il s'est dit quoi? Yaakov il se dit bon, je connais Yosef. Il était pas top à l'époque. Peut-être il le considérait pas autant que ses frères, mais il était pas top. Il a 22 ans qu'il est dans le pays de la Touma. C'est sûr qu'il a eu même un héros. C'est sûr qu'il a fauté quelque part. C'est sûr. Et je peux pas l'embrasser. Du coup, il est pas pur. Yosef il comprend ça. Ah papa, toi aussi? 22 ans plus tard. Ok. Mon papa aussi il pense que j'ai fauté. Peut-être pas autant que mes frères, mais en tout cas il pense aussi. La preuve c'est qu'il me fait pas de bisous. Ok. Bon. Tu m'avais envoyé le signe avec la galotte. Je me rappelle des vieilles sougiotes qu'on a fait ensemble. Ouais, mais il y a des gens qui ont étudié dans leur jeunesse, tu dis ah ouais, quand j'étais jeune j'ai fait Bava Metzia, ça me parle, je connais. C'est à peu près la même chose. Ouais, je me rappelle, ouais. Pour Shamaï Bet Hillel, je m'en rappelle. C'est ça Youssef, ouais, les agalotes, je me rappelle très bien sûr, les vaches et tout, à dinguerie. Donc peut-être c'est ça. On se lâche ce soir. Donc en fait, non, pas du tout. Donc non, Youssef, alors voilà, bon, il se dit, très bien, il installe toute sa famille en Eretz Goshen, et il faut savoir que régulièrement il recevait ses frères à la maison, Shabbat et tout, chambé. Sauf que, est-ce que vous pouvez me citer un seul pasouk où on voit
le jour où, bon, enfin, ça fait 22 ans, ils ont 22 ans à rattraper Yaakov et Yosef. Ravroussé, on se raconte tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu deviens, mon fils? Est-ce que vous avez un moment dans le psukim de Vaïri, de Vaïgash, où Yosef, il parle avec Yaakov? Une fois, dites-moi une fois. Ephraim, il est allé étudier avec son grand-père. Très bien. Yosef, pas une fois. 17 ans. 17 ans, ils ont vécu voisins là. D'accord? Ils sont tous les deux en Égypte. Il n'est pas allé une fois voir son père. Seulement, au moment où il allait mourir, Ephraim il lui prévient, papy il est malade, ton papa il est malade, il fait les brachot à tout le monde, viens prendre ta bracha. Très bien, Yosef il va à ce moment-là et c'est fini après. Donc il le voit une fois à l'arrivée, une fois au départ. 17 ans, cloum. 17 ans c'est long, hein. On parle que de trucs qui durent très longtemps. Hein. 22 ans c'est long, pareil, c'est pas 3 mois. 22 ans, là 17 ans, très bien. 17 ans où il aurait pu étudier avec son père, où il aurait pu lui raconter toutes ses péripéties. Yaakov en 22 ans il a grandi encore, Yosef il aurait pu profiter de cette nouvelle Torah, enfin bon, plein de choses à faire ensemble, et simplement vivre ensemble, kiffer, très bien. Alors Yosef il a du boulot la semaine, c'est sûr, c'est le roi du monde, ok. Mais le Shabbat au moins, on passe un Shabbat ensemble, quelque chose, je pense qu'il aurait trouvé un moment à 17 ans, et pourtant rien. Regardez la petite coude de Yosef. Yosef il s'est dit, attends, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive chez mon père? Première question que va me poser mon père, comment t'es arrivé en Égypte en fait? Et t'avais 17 ans la dernière fois que je t'ai vu. Tes frères, ils m'ont montré une tunique, a priori t'étais déchiqueté, mort, je pensais que t'avais fini en casse-croûte, et là je vois que t'es le roi du monde, tu peux m'expliquer comment t'es parti en Égypte? Pourquoi t'es parti de la maison comme ça? Et là qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Qu'est-ce qu'il sera obligé de faire? De balancer ses frères. Bah tu sais, tous tes enfants ils m'ont vendu, ils voulaient me tuer, ils m'ont jeté dans un puits d'ailleurs, et ils espéraient ma mort. Et là Yosef il s'est dit, moi je vais faire ça moi. Moi je vais être mévater sur le kavod de mes frères, moi je vais faire du lachon hara sur mes frères. Il est mévater sur tout, il est mévater sur la relation avec son père. Yosef et Yaakov, ils s'aimaient beaucoup. La Torah, elle le dit au début, c'est pas pour rien. Moi, mal parler sur mes frères, jamais. Je suis mévater sur le limoud à Torah de mon père. Je suis mévater sur le kiboud avahem. Je suis mévater sur le fait que mon père, il va croire toute sa vie que j'étais un rachat. Il aura pas, jamais il aura pu raconter à son père toutes les épreuves qu'il a passées. Vous imaginez la fierté de Yosef de pouvoir dire à son père, il y a la femme de Potiphar qui m'a attaqué, il y a toutes les femmes du pays qui me couraient après. J'ai pas un truc, papa, à un moment, elle m'a arraché mon vêtement. J'ai pensé à toi. J'ai pas bougé. Papa, tu racontes tout ça à ton père. 22 ans, ton père, il est fou de joie, il est le plus fier du monde. Et Yosef, ici, Yaakov, il se dit que Yosef, il a un peu voté dans sa vie Mistama. Encore une fois, Yosef, il doit être mévater sur sa réputation au profil de ses frères, alors que ses frères, ils ont voulu le tuer. Nietas, Yosef, rien. Et les frères de Yosef, pourquoi ils n'ont pas avoué? Ils étaient comme ça pendant les 17 ans. Quand ils ont vu que Yosef il était cool, ils étaient contents. Mais parce qu'en fait, ils auraient été tous mistama décimés par leur père, ou virés de l'histoire, ou etc. C'est une erreur de jugement. Yosef les a pardonnés. Alors l'histoire elle est réglée. Yosef il les a pardonnés. Il leur a pardonné. Et maintenant, toute fin. Une fois que Yaakov il meurt, très bien. Donc 17 ans comme ça, hein, horrible. Yaakov il meurt avec l'idée, sans savoir pourquoi Yosef il s'est retrouvé en Égypte, et sans savoir combien Yosef était un tzaddik. Yaakov meurt, ils vont à l'enterrement tous, et sur le retour, Yosef il croise le fameux puits où à l'époque il avait été jeté. Il s'y arrête, il regarde à l'intérieur. Bon, les frères de Yosef ils commencent à paniquer. Il dit ok, il n'y a plus papa, on va prendre cher là. C'est sûr, il va se venger. Ensuite, le Shabbat suivant, il les invite pas à la maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il faisait genre d'être gentil parce qu'il y avait papa. Et là, ça y est, on va voir la vraie Mida de Yosef qui va sortir. Il va se venger. On sait que c'est un méchant. On sait qu'il n'est pas gentil. On sait qu'il va vouloir attaquer. Ils arrivent tous chez Yosef, du coup, suite à ces 2 épisodes. Et ils lui disent, Yosef, vraiment, pardonne-nous. Vraiment, non, ne nous attaque pas, s'il te plaît. On sait que tu nous en veux, mais vraiment, excuse-nous, truc. Et là, Yosef, il se met, une fois pour toutes, à pleurer. Et il dit, j'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous. Ça fait des années maintenant que vous vous trompez sur mon compte. Vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous? Vous avez vu comment je vous ai pardonné? Ça fait 17 ans, on vit ensemble maintenant. Je vous ai fait quoi? J'ai été mévater sur mon cas. Je vous ai élevé, j'ai fait attention à votre kavod. J'ai toujours été attentionné, toujours gentil, toujours truc. Vous avez vu, vous êtes trompé. Et là, rebelote, une occasion, et vous flanchez encore, vous m'accusez de rachat. Vous me prêtez de mauvaises intentions, encore une fois. Et là, il n'y a pas écrit Vessalarti. Il n'y a pas écrit que Yosef les a pardonnés cette fois-ci. Ça explique d'ailleurs pourquoi ils ont dû payer avec la Sarah et Malchut. S'ils les avaient pardonnés, il n'y aurait pas eu la Sarah et Malchut. Il n'y a pas besoin de Tikkun. Yosef, là, il n'a pas eu la force de les pardonner. Alors, c'est un peu bizarre parce que Yosef, il a eu la force de faire beaucoup de choses. Une fois de plus, pardonner, peut-être il aurait pu avoir la force. Il y a des Mefarshim qui veulent dire que Béhémet, c'est Mina Shamaim, on lui a enlevé l'idée de pardonner parce qu'il fallait le Tikkun d'Arugé Malchut pour d'autres histoires. Bon, ça, c'est pas mes comptes. Ou il y en a qui disent que non, Béhémet, il les a pardonnés. Mais, donc la faute de Ben Adam la Chavero, elle est réglée, mais il y a aussi, quand tu fautes envers une personne, il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui vit le truc, on va dire. Donc il y a aussi une faute Ben Adam la Makom, et ça, Akadosh Baruch Hu, il les a pas pardonnés. Donc il fallait payer. Bon,
En tout cas, l'homme chané, Yosef, à ce moment-là, il en peut plus. C'est-à-dire que jusqu'au bout, vous voyez comment on peut mal juger une personne. Et juste pour les 2 épisodes, comment ils expliquent ça. Pourquoi Yosef il s'est arrêté au puits? Il a dit, mais non, mais Rabotaï, j'ai juste voulu faire la bracha à Salines. On m'a jeté dans le puits. Il y avait des scorpions, j'ai pas été bouffé. Bah, je remercie Hachem, j'ai enfin l'occasion. Je fais la bracha, c'est tout. Et pourquoi je vous ai pas invité? Alors ça, c'est un peu moins clair. Mais Yosef, il dit à Yehuda, il a dit, je voulais, tant qu'il y avait papa qui était vivant, j'avais encore mon statut de roi. Ah, et c'est pour ça que je sais pas pourquoi ça change, mais quand Yaakov il est mort, Yehuda il a retrouvé son statut de roi. Et il a dit, je voulais pas te mettre à mal, sachant que c'est moi le roi de l'Égypte, je voulais pas que ton kavod soit abîmé par le fait que moi aussi je suis roi. Donc simplement pour ça, je t'ai pas invité à table, c'est tout. Donc en tout cas, il n'y avait aucune mauvaise intention. Donc encore une fois, vous me prenez pour un rachat, encore une fois, vous me jugez mal. Yosef ne les pardonne pas, et il meurt comme ça. En vérité, il y a une petite leçon qui sort de cette histoire, de toute cette histoire tragique, on peut dire. C'est que ça arrive tout le temps, je pense, moi ça m'arrive souvent, c'est que tu vois une personne agir, tu vois une personne faire, parler, truc, tu le connais peut-être pas très bien, mais bon, tu vois un truc qui te choque un peu, bah dans ta tête, il y a automatiquement une étiquette qui se met. Il est nerveux, il est pas poli, il est impatient, je sais pas, il est méchant, ou peut-être il est très gentil, au contraire. En tout cas, il y a une étiquette qui se met, et à partir de là, toutes les actions de cette personne, en général, elles vont être interprétées, analysées au travers de ces lunettes-là. Que tu avais eu cette impression que ce gars-là, il était un peu nerveux, bah du coup, non mais il dit ça parce qu'il est nerveux, ou... En fait, tu vas toujours le juger défavorablement à cause de ça. Tu vas avoir beaucoup de mal à dire, si une personne te dit, non mais lui c'est un amour, tu dis non, t'inquiète frère, je le connais. Alors que tu l'as vu une fois, ou tu as vu des petits trucs comme ça, tu te permets de mettre une étiquette sur la personne. Et cette étiquette-là, souvent, elle est collée des années et des années. Peut-être même des personnes ont subi ça, qui ressentent qu'on leur a collé une étiquette, et après, on va toujours juger leur action en fonction de cette étiquette-là. C'est horrible. C'est horrible. Des fois, elle est vraie, cette étiquette, mais elle peut changer. Et des fois, elle est fausse. Donc, dès le départ, vous êtes dans l'erreur, et en fait, tu te rends compte que trop tard que cette personne-là, en fait, a été très gentille. Ça peut être avec, pareil, un père et un fils, ou un fils et un père. Ouais, mon papa, il a toujours été comme ça. Peut-être t'as jamais bien compris ce qu'il voulait ton père. Et l'inverse, peut-être le papa, il a toujours mal jugé son fils ou sa fille, alors qu'en vérité, ils n'ont pas pris le temps de parler, qu'en vérité, quand il faisait ça, l'enfant, c'est parce qu'il avait du mal à s'exprimer. Ce que vous voulez, n'importe quoi, avec les copains, ça peut être pareil. Et pourquoi tu fais ça? Mais en fait, quand je fais ça, c'est parce que c'est ça. Dans le couple, j'en parle pas. Faut faire attention aux étiquettes. Faut laisser la chance à la personne, en vérité, d'être la personne qu'elle est vraiment. Et le risque, ça c'est moi juste qui rajoute, quand on colle une étiquette à une personne, elle finit par ressembler à cette étiquette. En fait, quand dans un groupe, il y a une personne, on dit, cette personne, elle comprend toujours les blagues en retard. Donc en fait, une fois c'est arrivé. Mais bon, c'est comme ça, maintenant c'est le délire, il est toujours décalé. Cette personne va devenir décalée. En fait, elle colle à ce qu'on pense d'elle. C'est comme ça, très souvent c'est un réflexe social en fait. C'est que si on pense que t'es comme ci ou comme ça, si on pense que t'es un blagueur, t'as fait une fois ou deux des blagues. Tu vas te retrouver à tout le temps faire des blagues. Bah oui, parce que c'est ça qu'on attend de toi maintenant. En fait, de base, t'es peut-être pas forcément un blagueur, mais bon, au début, pour te sentir à l'aise, t'as fait 2-3 blagues. Maintenant, t'es le blagueur de l'équipe. Et le gars, toute sa vie, vous allez voir, il fera des blagues. Alors qu'en fait, ça se trouve, chez lui, il est pas du tout comme ça. Mais, socialement parlant, on pense que c'est le blagueur de l'équipe. Et lui, il réagit à ça. Donc des fois, vous allez mettre une étiquette à une personne, ça va le tordre dans cette personnalité-là. Alors qu'en vérité, elle est peut-être pas comme ça. Mais socialement, c'est un réflexe social. Faut être courageux en fait pour ne pas coller à l'étiquette qu'on t'a donnée. C'est vrai, ça c'est juste du social. Mais en tout cas, faire attention même pour vous de ne pas coller une étiquette à une personne à cause d'un truc, à cause de quelque chose, avec vos enfants, avec votre femme, avec vos amis surtout et vos frères et sœurs. On colle des étiquettes, on a tort de mettre des étiquettes. Vous voyez dans l'espace public, les gens on leur met des étiquettes, lui il est bien, lui il est truc. Moi je me rappelle avec Dr Raoult, on entendait avec l'épidémie là, le Covid. On entendait des trucs, et au début c'était le Chacham Navon Vegavoa et trucs, et ensuite c'est devenu l'homme le plus recherché de l'histoire, je sais pas, l'assassin du monde avec son médicament. Enfin bon, et aujourd'hui encore les gens dans leur tête c'était un ouf, alors qu'en fait, visiblement il avait peut-être raison, je suis pas dans les petits papiers, mais tu mets des étiquettes, faut être prudent. Et même t'entends une personne qui dit, lui tu sais c'est un grand Balgava. Tu vas le croire, mais pourquoi doucement avec les étiquettes, doucement. On voit les frères de Yosef, ils ont mis une étiquette sur leur frère. Jusqu'à leur mort, ils n'ont pas réussi à retirer cette étiquette. Bien qu'ils avaient toutes les preuves qui allaient contre cette étiquette. Yosef, il s'est battu toute sa vie, en fin de compte, pour leur montrer que l'histoire montre qu'il avait raison. L'histoire montre c'est lui qui est devenu roi. Les rêves, ils étaient prémonitoires. Akadosh-Baruch-Hu, il est avec moi. Et vous continuez à croire que c'est moi le rachat de l'histoire. Vous continuez à croire que je vais me venger, que truc. Oitazoï, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à leur mort. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Zéa Sipour de Yosef et ses frères, la vente de Yosef. J'espère que j'ai plus ou moins répondu à des questions. Gros Nisaïon qu'il a vécu Yosef. Yosef, Fatsadik. Voilà. Nisaïon de famille.
Shavuot Tov ou Mazel Tov.